Bienvenue dans Politique Éco, un numéro pour dénoncer les marchés informatiques d'État. Pour en parler, je reçois Lionel Bider. Bonjour monsieur. Bonsoir, bonjour. Lionel Bider, vous êtes entrepreneur et donc vous avez découvert un énorme scandale dont les conséquences sont la destruction de 15 000 emplois, un anéantissement total de l'état de droit et surtout la prise de contrôle par les services de renseignement états-uniens des données de l'ensemble des pays de l'Union européenne, des données des administrations de Bruxelles et des données des plus grands groupes européens. Comment tout cela a-t-il commencé ? Alors, pour essayer de résumer la situation le plus efficacement possible, j'étais un très gros fournisseur du ministère de la Défense dans les prestations de services de nettoyage. Donc c'est vraiment du nettoyage classique, du nettoyage de couloirs, de casernes, de ce type de bâtiments. On a eu une très très belle collaboration avec le ministère de la Défense pendant près d'une douzaine d'années, hein, avec des hauts et des bas en termes de délai de paiement, parce que bon, c'est l'administration militaire, mais qui n'ont jamais été problématiques, jusqu'au moment où l'armée a essuyé les plâtres d'un système d'information particulièrement ambitieux, en tout cas à l'époque, qui s'appelait Chorus. Hein, donc c'est l'armée française qui a développé, qui a essuyé les plâtres en fait, qui a démarré qui a fait les premiers tests. Alors malgré les avertissements déjà d'un point de vue financier de la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes a tiré la sonnette d'alarme bien avant le démarrage des tests. Les militaires et l'administration militaire en interne s'est aperçu d'un certain nombre de choses. Là aussi, avant le démarrage, a également tiré très régulièrement la sonnette d'alarme. Et malgré tout, donc, le logiciel a été lancé, avec pour conséquence, alors je dirais dramatique pour un certain nombre de fournisseurs du ministère de la Défense, des retards de paiement anormaux. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir effectivement des retards tout à fait acceptables, mais là on était sur des retards anormaux, tout à fait transparents par rapport là aussi à la Cour des comptes, par rapport à des commissions d'enquête. Alors je suis pas persuadé que le terme soit exactement celui-là pour ce type de députés qui ont pu effectivement analyser qu'il y avait de gros problèmes en termes de délai de paiement. Cette situation donc a perduré sur plus de 2 ans. Hein, donc en réalité j'espère aujourd'hui que ça fonctionne dans la mesure où absolument toute société ou toute profession libérale travaillant avec l'État passe par Chorus, donc j'espère juste qu'aujourd'hui ça fonctionne. Pour faire une petite parenthèse, ouais. Lionel Bider, Chorus avait été lancé, donc ce logiciel de gestion de l'État, dans le cadre de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, qui visait en fait à rationaliser les comptes de l'État. Oui. Alors absolument, donc au travers de la RGPP, au travers de la, je ne sais pas comment on la prononce, la LOLF, donc la loi, LOLF, voilà, exactement, la loi organique, et non pas la LOLF, loi de finances. mais ça y ressemble, oui. Qui ont été en réalité, de ce que j'ai pu ensuite découvrir, de véritables prétextes pour mettre en place des marchés au niveau informatique et des marchés de conseil pour mettre en place ces marchés informatiques. Donc il y a Chorus, il y a également eu Louvois dans le cadre du ministère des Armées, lui aussi, qui devait traiter de la rémunération des soldats. Alors en réalité, oui, mais vous en avez beaucoup plus. Voilà, oui. Hein, donc, alors pour celui qui me concernait, effectivement, c'est Chorus. Vous avez sûrement entendu parler de Louvois, qui était donc le système d'information qui devait en réalité permettre aux militaires d'être payés, de toucher leur solde. Mais vous aviez également des logiciels type ONP, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mis à part quand on était dans l'administration, puisque c'était le pendant de Louvois, mais au niveau de la paye des fonctionnaires. Hein, donc ONP, et puis alors toute une ribambelle
de montage, de marché, vraiment des choses à se demander comment on peut au final s'en sortir, parce que avec quand on épluche un petit peu les cahiers des charges, parce que je me suis amusé un peu à éplucher les cahiers des charges pour vous donner un petit peu une idée de l'aberration. Moi, prestataire de nettoyage de cages d'escalier sur des bâtiments militaires, il était tout à fait interdit de sous-traiter nos prestations à des partenaires locaux pour s'assurer que la qualité du service soit là. Pour qu'on puisse retrouver immédiatement le responsable d'une prestation qui aurait été mal faite en disant c'est bien évidemment l'attributaire du marché. Dans le cadre de ces marchés qui représentent des milliards d'euros, la sous-traitance est totalement ouverte, donc l'entreprise qui prend le marché est en mesure de sous-traiter tout ou partie de la prestation. Alors, peut-être pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs comment ça s'est passé avec Chorus, c'est donc la société SAP qui a été choisie pour lancer ce logiciel, pour mettre en place ce logiciel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, cette mise en place? Alors, il y a toute une cascade de marchés qui ont été passés, mais le premier marché le plus important, et je dirais que par rapport à toute cette phase de stratégie de développement de logiciels pour effectivement rentrer dans les RGPP, etc., le marché le plus important était celui du système en lui-même. Et donc, c'est SAP qui a décroché ce marché. Et SAP était dans un premier temps sur un premier marché en compétition avec Oracle, qui est donc, alors SAP est une entreprise allemande. SAP, société allemande. Société, ça a son importance, la plus rentable d'Allemagne et d'Europe. Absolument, d'Europe. Et donc son concurrent, Oracle, donc Oracle fait exactement la même chose que SAP, concurrent américain qui vient au moment de l'attribution du premier marché Chorus faire en France une démarche au niveau du tribunal administratif en expliquant que ce qui s'est passé est anormal. Donc ce qui est quand même assez surprenant. Donc de la part de sociétés comme ça. Ça c'est, je l'avais vu dans la presse, donc l'attribution de ce marché public à SAP, tout s'est fait par voie de circulaire, sans débat démocratique, une idéologie nommée New Public Management. Alors oui, il y a eu... alors je ne suis pas non plus ni complètement expert en informatique, ni en marché public. Et, moi non plus. Chacun a son job, donc je ne souhaite pas m'avancer sur les choses que je maîtrise moins bien. Ce dont je suis en revanche parfaitement convaincu, c'est qu'on s'aperçoit que... donc le leader de l'ERP, puisque en fait on va dire que SAP est plutôt le number 2, donc numéro 1 européen, mais Oracle attaque une décision d'un pays comme la France par rapport à une attribution de marché. Et donc attaque devant une cour de justice américaine. Non, une cour de justice française. Donc le tribunal administratif, donc en disant, puis finalement, gain de cause pour SAP qui récupère ce marché, mais qui est vraiment le marché stratégique par rapport à tout ce qui s'est passé par la suite. Donc il fallait avoir ce marché pour pouvoir attaquer le reste. Mais pour développer, effectivement, pour arriver à ce projet Chorus, il faut remonter un petit peu en arrière aux années où Thierry Breton, alors c'est marrant parce que l'actualité... Thierry Breton, ancien ministre des Finances de Jacques Chirac, ancien ministre, aujourd'hui proposé comme commissaire européen par Emmanuel Macron. Et à l'époque... Thierry Breton demande une étude à Michel Pébroux, donc président de BNP Paribas, qui donc au travers de qui s'appellera donc le rapport Pébroux, nous permettra d'avoir, alors j'ai plus les phrases exactement en tête, mais globalement l'idée étant de pouvoir améliorer pour désendetter le pays, il faut simplifier l'organisation administrative et faire disparaître les structures redondantes. Donc on peut imaginer qu'au travers d'un pays comme la France, effectivement, il y a beaucoup de structures informatiques, chacun a un petit peu fait dans chaque ministère sa petite cuisine. Et donc je pense que ça part d'un bon sentiment, à la base, de dire on rationalise un petit peu ce qui existe. Ce qui s'est passé, c'est que pour rationaliser tout ça, on est passé donc
aux alentours des années sûrement 2006, 2007. Non, mais forcément, c'était en 2007. Puisque c'était un comité de pilotage donc, qui a chapeauté absolument tout ce projet gigantesque d'amélioration et de développement de l'informatique, au travers d'un comité de pilotage qui a tout chapeauté, dans lequel vous aviez... Guéant, Fillon, Sarkozy... Alors, au travers de leur secrétariat, bien sûr, mais en attendant, il se trouve que les membres qui ont effectivement validé ce qui venait des études de conseil, donc qui valaient déjà, à mon avis, beaucoup d'argent pour être conseillés, tout a été validé par un comité de pilotage dans lequel se trouvait effectivement, en tout cas en termes de responsabilité, le président de la République, son Premier ministre, le secrétaire de l'Élysée, et puis également, alors là je suis très surpris, le président d'une banque, puisqu'a priori, vu la taille des marchés, il est à se demander s'il n'y a pas eu des situations de délit d'initié particulièrement importantes. L'idée se repose dans la mesure où quand Thierry Breton quitte Bercy, il va faire il va passer un petit moment à la banque Rothschild, mais surtout il revient comme président d'Atos. Alors, dites-nous, c'est que cette société Atos, c'est une société, alors là aussi, j'ai pas le... de conseil aux entreprises. Non, là, on est sur de l'IT, donc véritablement sur de la technologie et de l'informatique. D'accord. Société qui, à mon avis, à cette époque-là, est plutôt... peut-être pas moribonde, mais enfin, c'est pas un fleuron de la technologie et de l'high-tech. Donc, il prend les rênes de cette société en tant que président. Donc, quel rapport avec Corus à ce moment-là, du coup ? Eh bien, cette société intervient sur un certain nombre de marchés au niveau de Corus. D'accord. Donc, bon, ça peut être évidemment des faits simplement liés au hasard, Corus, mais c'est quand même assez... a donc été lancé, malgré ce que vous expliquez, les avertissements de militaires sur le terrain. Quelles étaient les défaillances exactement ? Vous parliez tout à l'heure de retard. Alors, je pense qu'il y a plusieurs étapes là-dessus aussi, mais on risque de passer beaucoup de temps sur, finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui s'est passé au final à cause de tout ça. Ils ont été prévenus, tout le monde a prévenu que ça ne marcherait pas, et malgré tout, tout le monde a foncé tête baissée, alors qu'a priori, les signaux et les alertes avaient été largement... claironné et vous évoquiez également donc la destruction de 15 000 emplois, la destruction de 1000 entreprises. Quel rapport justement, comment ces emplois en sont venus à être détruits ? Quand vous avez une PME, donc moi je suis entrepreneur depuis maintenant, ça ne me rajeunit pas, mais depuis 22-23 ans, et que vous avez... des marchés militaires, donc qui a priori dans le cas présent des marchés militaires, qui sont des marchés que vous avez depuis de nombreuses années, sur lesquels vous avez bâti une véritable confiance avec les militaires en question, puisque c'est une collaboration qui s'installe, et puis c'est un plaisir, ça a été un véritable plaisir en plus de travailler avec tous ces gens-là qui ont été tout à fait à l'écoute. Mais à un moment donné, quand simplement... la personne que vous avez au bout du fil depuis des années vous dit « Écoutez, je suis désolé, mais on ne peut pas vous payer parce qu'il y a un bug et que ça ne fonctionne pas ». À un moment donné, quand ça commence à prendre des proportions telles que ça a pris, parce que de mémoire, je crois que Corus a dû représenter à un moment donné quelque chose comme 6 milliards d'impayés, en tout cas de payés en retard, de retard de paiement, 6 milliards. Et vous l'évoquiez, la Cour des comptes tout à l'heure... La Cour des comptes en parle, effectivement. Avait rendu 2 rapports sur la pertinence et la fiabilité de Corus, en tout cas elle s'interrogeait, elle dénonçait, et bon, elle avait quand même averti vraiment les autorités publiques quant à la pertinence de ce logiciel. Tout le monde a été averti, et alors là aussi... parce que donc ensuite Corus s'est quand même développé dans d'autres ministères, dans d'autres administrations, et là aussi le problème a été identique, c'est-à-dire que c'était une espèce de mastodonte qui a été livré avant que ce soit véritablement au point. On peut imaginer quand on récupère un nouvel ordi à la maison familiale, il faut toujours un temps d'adaptation jusqu'à ce que ça fonctionne. On passe toujours quelques heures
à le faire fonctionner et à se familiariser avec. Donc on peut imaginer qu'un outil de cette dimension, où vous avez véritablement... Qui centralise tout. Qui centralise tout, et surtout vous avez quand même des dizaines de milliers de personnes qui sont utilisateurs. Donc il y a des formations, tout ça, donc il y a beaucoup de choses. Le coût, alors ça c'est peut-être provisoire, c'était peut-être provisionnel, mais le coût de mise en place de Chorus, c'était 500 millions d'euros et une maintenance de 100 millions d'euros. Alors, donc après, ça a peut-être augmenté. Là-dessus, mais ça a son intérêt dans ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Ça, ce sont les chiffres qu'on retrouve aujourd'hui. Public, voilà, aujourd'hui. À une époque, on était sur des chiffres à plus de 2 milliards. À une époque, j'ai vu passer des chiffres où on était à 2,5 milliards sur un projet qui était effectivement à la base de ces montants-là. Donc il est assez difficile à un moment donné, forcément, puisqu'ils ne sont déjà pas capables de savoir à ce moment-là combien ils devaient aux entreprises à qui ils devaient de l'argent, à savoir précisément combien ils leur devaient d'ailleurs. Dans mon cas, je me suis retrouvé dans le bureau, vraiment dans la salle de réunion du ministre avec... Alors, ça je pense, Lionel Bieder, on va faire une courte pause. Je vous propose d'aborder justement le fait que vous allez être reçu par le ministère des Armées. On fait une courte pause, on se retrouve dans un instant. Toujours en compagnie de Lionel Bieder pour évoquer donc ces marchés informatiques d'État. Lionel Bieder, donc nous sommes en 2012 et vous êtes reçu par le cabinet ministériel des Armées. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Bon, alors, effectivement, ils sont tout à fait désolés de ce qui se passe, mais ils comprennent pas trop bien comment je peux venir... et puis, bon, j'ai un petit peu fait de bruit quand même par rapport à toute cette problématique. Voilà, vous avez des problèmes avec votre entreprise. Oui, j'ai des problèmes très sérieux de trésor, surtout à un moment vraiment stratégique où la société est en plein développement, en plein décollage sur 2 axes très, très importants. Enfin bref. Donc, ils sont très surpris que je vienne les déranger pour 40 000 euros de factures impayées. Donc là, évidemment, j'ai dit, messieurs... je sais que vous n'avez plus d'informatique, mais il faut multiplier par 40, quoi. Globalement, la problématique du retard de paiement, c'est pas 40 000 euros, quoi. C'est quasiment 40 fois plus. Hein. Donc là, ils prennent effectivement en compte le fait qu'il y a un souci. Ils s'aperçoivent qu'effectivement, j'ai raison. Suite à ça, ils lancent donc le directeur donc de l'administration, donc le directeur, le commissaire général donc de tous les commissariats aux armées, fait une démarche auprès de Bercy pour une médiation qui est officieusement, parce que bien sûr il faut toujours être très prudent là-dessus, qui revient officieusement validée par une transaction financière, vu la conséquence des préjudices qui me sont, qui finalement sont représentés par cette histoire. Et puis très rapidement, finalement, on casse toute cette démarche de médiation unilatéralement en me disant, enfin pour faire simple, écoutez, vu ce qu'on doit aux entreprises, si on commence à vous payer vous, ça va nous coûter le budget de l'armée. Donc fin de non-recevoir de l'État. Vous allez attaquer. Donc là, bien évidemment, je passe à l'attaque et donc à l'offensive. Donc je me fais promener au tribunal administratif pendant très longtemps. Mais toujours est-il que je ne lâche rien et qu'il se trouve que, donc, parce que j'ai bien fait de ne pas lâcher en tout cas... Vous faites appel donc je fais appel, première décision du tribunal administratif. Je me retrouve... au Conseil d'État. D'abord à la Cour administrative d'appel de Nancy, après avoir été débouté du tribunal administratif de Strasbourg. Sachant qu'au départ, j'avais attaqué à Paris, mais là, on m'a fait perdre encore 2 ans en me disant non, c'est une affaire locale, donc ça a été déplacé sur le Grand Est. Et donc, au final, la semaine dernière, donc, j'ai reçu effectivement du Conseil d'État l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy. D'accord. Voilà, donc ça, c'est pour mon affaire. Donc qui va bien sûr continuer, hein, puisque là maintenant... Donc l'affaire va être renvoyée à une cour d'appel administrative, absolument. de nouveau, pour qu'elle juge
Tout à fait. En droit. Alors, le principe, c'est que là, on recommence, donc on reprend l'affaire dans sa totalité. Donc, l'annulation est totale. Bon. Donc, on va recommencer. Mais là, j'ai quand même plus d'infos, et des infos qui sont particulièrement intéressantes, puisqu'en plus, on va pouvoir avoir une démarche judiciaire. Vous allez donc, Lionel Bider, en étudiant votre affaire, justement, vous découvrez l'existence d'une véritable guerre économique dont les ramifications s'étendent au monde entier. En 2014, un ancien avocat américain de SAP, donc cette entreprise allemande qui s'était occupée du lancement de Chorus, cet ancien avocat de SAP vous contacte. Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Alors, bon, il faut un petit peu reprendre une trame, et donc je suis obligé de repasser un petit peu sur quelques points avant d'arriver à cette affaire. Effectivement, je décide d'essayer de comprendre comment l'État français peut détruire 1 millier de PME, détruire 15 000 emplois. Alors évidemment, c'est des petites PME, régionales, etc. Donc ça ne se voit pas comme quand vous avez ArcelorMittal. Mon grand-père est né à Florange, donc évidemment on connaît bien la problématique là. C'est pas 600 ou 1000 emplois qui s'arrêtent du jour au lendemain, c'est 15 ici, c'est 20 là, on ne sait pas trop pourquoi. Bon bref, tout ça passe à la trappe, et j'ai voulu vraiment comprendre comment ça avait pu arriver. Et en analysant un petit peu ces choses, donc par rapport déjà aux passations de marché en France, qui m'ont vraiment surprise, parce qu'il y avait des choses très curieuses qui sont passées, véritablement des marchés, des appels d'offres de connivence entre personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble, parce que c'est exactement ça. Et avec, bien sûr, tout un système de pantouflage, qui, à mon avis, est véritablement la chose qui est la plus dramatique pour à la fois notre pays et pour l'Union européenne. Et en creusant davantage donc par rapport à SAP, là je me suis aperçu qu'en plein, mais exactement au moment où j'avais mes problématiques par rapport aux conséquences de Chorus qui ne fonctionnait pas, je me suis aperçu qu'au même moment, le patron historique d'SAP était viré, donc par le board, pour des problématiques de vol technologique contre Oracle, pour le coup, avec un procès d'une cour de Californie qui condamne à ce moment-là, donc on est de mémoire, on doit être en mai-juin, donc en plein dans le chaos Chorus en France. Mai-juin 2010, une cour de justice californienne condamne SAP pour vol technologique pour un montant d'1,3 milliard $. D'accord. Donc c'est quand même des montants qui paraissent assez importants. Et suite à ça, j'ai commencé à creuser un petit peu l'aspect SAP en me disant, est-ce que finalement, l'artisan de base qui est censé chapeauter tout ce projet gigantesque qu'ont les Français n'a pas un problème de compétence, tout simplement. Et là, je m'aperçois, mais je tombe des nues, que des cas similaires, vous en avez dans le monde entier. Dans le monde entier, et surtout, mais qui se chiffrent par centaines. Hein. Des centaines de cas partout. Des centaines de cas partout. Alors, vous avez deux types de cas. Vous avez le cas du logiciel qui ne fonctionne pas et puis qu'on va réussir à rattraper parce que c'est un logiciel stratégique de type SAP, type Chorus, étant vraiment le logiciel de base par rapport à tout ce qui est décliné ensuite. Et surtout, vous avez ce qu'on appelle les cas mal engagés, qui sont des cas qui finissent par être abandonnés. Alors, vous en avez au niveau public, donc sur des marchés publics, donc dans différents pays du monde, ou dans différentes administrations. Et vous l'avez également, et là c'est beaucoup plus inquiétant, pour des sociétés privées. La dernière en date par exemple de ce matin. Donc la société LeasePlan, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une belle société du Benelux de location de véhicules, de flotte, qui vient de prendre 100 millions d'euros. Elle a tiré un trait sur son projet qui a été mal engagé et qui n'a pas avancé. Et là, j'ai commencé à creuser vraiment de plus près et je me suis aperçu que derrière tout ça, il y avait tout un tas de marchés, même en France, et notamment par rapport à ces avantages, à ces avancées de la RGPP, des marchés qui, au final, qui n'avaient pas vocation à aboutir. Alors, et qui en plus ne sont absolument pas sous contrôle de l'État. Alors, ils sont a priori sous contrôle de l'État, mais en même temps, c'est comme exactement ce qu'on a vu avec le problème de Chorus, une bienveillance de la part de l'État, où finalement l'État
alors c'est plus de la bienveillance, c'est de la négligence. Bien dire, ok, il y a 1 millier de PME qui sont mortes par rapport à des dysfonctionnements. Il y a par exemple qui sont les responsables? On ne sait pas. Il y a par exemple aucune enquête parlementaire où la presse ne se lance pas sur ces sujets-là. Alors un petit peu, c'est vrai, un petit peu, mais c'est toujours un petit peu. Alors c'est vraiment à la marge. Vous avez même des bouquins qui sont écrits, des journalistes d'investigation qui disent c'est bizarre quand même. Et puis ça ne va pas plus loin. Et là, en creusant un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a toute une gamme de marchés qui sont des marchés qui sont simplement prévus pour ne pas aboutir. Et là, on comprend... Et donc pour enrichir certaines personnes, alors? Alors, pour enrichir certaines personnes, pour enrichir certaines sociétés, forcément, mais on confie des montagnes d'argent pour des marchés qui, manifestement, n'ont pas à vocation de un jour fonctionner. C'est gravissime ce que je dis. Hein. Mais quand vous prenez par exemple Louvois, donc Louvois c'est ce logiciel pour les payes de militaires, il a été abandonné, donc d'abord le budget a doublé, donc le principe c'est que les militaires n'étaient pas payés, donc quand ce sont les entreprises c'est quelque chose de gravissime, mais j'imagine et je me mets à la place du soldat qui est sur des terrains extérieurs, et qui a un coup de téléphone de son épouse le matin parce qu'il y a l'huissier devant la maison, parce qu'il a pas reçu son salaire et que le gars est en opération extérieure, avec tous les dangers que ça représente, je suis pas persuadé qu'il soit dans les meilleures conditions pour réagir en cas de problème. Donc c'est vraiment quelque chose d'abominable. Et on s'aperçoit que ces logiciels doublent en termes de budget, avant qu'à un moment donné, un ministre, donc qui en général pas celui qui a signé au départ, il y a un certain nombre qui sont passés, se dit on va plutôt abandonner, plutôt que d'aller dans le mur, alors ce qui n'est pas forcément idiot, sauf que par rapport aux conditions du contrat, il faut payer une pénalité de sortie du marché. Et là je m'aperçois que sur la plupart de ces marchés, les pénalités de sortie sont énormes. Quelque chose comme Louvois devait aller au départ représenter 1 milliard d'euros. Pour se désengager, pour que l'État se désengage. Hein. Alors vous avez des marchés très amusants parce que vous en avez beaucoup, mais après quand on commence un peu à réfléchir, quand on voit ce qui s'est passé de par le passé avec les marchés de l'armement et les rétrocommissions de l'armement, qui sont globalement arrêtés avec l'attentat de Karachi qui devait être en 2002 ou quelque chose comme ça. Donc là, on s'aperçoit qu'on peut très bien avoir versé vers un nouveau business model de détournement de fonds publics. Je le dis comme je le pense là-dessus, où au final, si vous abandonnez un logiciel qui est budgété à 1 milliard d'euros, pour faire simple, qu'on arrive à faire traîner à 2,5 milliards et qu'on abandonne au bout de 4 ans en disant finalement on va l'abandonner, on va payer une pénalité, ça fait beaucoup d'argent qui circule sans avoir de compte à rendre, dans la mesure où on se retrouve avec des milliards de lignes code qu'on ne peut pas en faire grand-chose. Si vous faites la même chose sur un porte-avions, par exemple, où vous lancez le Charles de Gaulle 2 en vous disant on va faire le même principe, vous développez donc en bureau d'études pendant 2 ans votre projet, vous commencez à lancer la fabrication, et puis au bout de 4 ans, vous abandonnez un projet où vous vous retrouvez avec, j'imagine, 40 000 tonnes d'acier qui rouillent sur un chantier naval, où vous pouvez vérifier la qualité de l'acier, la qualité des soudures, la qualité des chemins de câbles, et voir le boulot qui a été fait en termes de bureau d'études. Donc on a la possibilité à ce moment-là de dire il y a de la responsabilité d'un tel, il y a de la négligence de chez un tel, etc. Dans le cadre d'un marché informatique... Il n'y a pas de reste. Vous prenez votre souris, mettons que c'est ma souris, on abandonne le projet, clic droit, ça part à la corbeille. C'est un fichier. Et en fait, on ne contrôle plus rien. Donc c'est quand même une belle martingale. S'ils n'y ont pas pensé, ils vont y penser maintenant. Mais je pense que... Donc de tout cela, vous vous en êtes rendu compte seul, et c'est ce que vous m'expliquez. Je m'en suis rendu compte seul, avec des gens qui m'ont contacté pour me dire Lionel, tu es dans le vrai, mais tu n'as pas de preuves, mais moi j'en ai. Donc globalement, j'ai 2 personnes. Alors ces 2 personnes ont été en fuite à un moment donné dans leur vie.
C'est quand même assez grave. Est-ce qu'il s'agit donc de cet ancien avocat Alors, il s'agit de américain, cet ancien avocat américain. de SAP. De SAP, donc qui a été mandaté à une époque, donc suite au problème, au premier Qui est devenu scandale. lanceur d'alerte, d'ailleurs. Alors, oui, on va dire ça comme ça. On va l'appeler lanceur d'alerte. Suite au scandale du vol technologique, donc c'est quand même assez grave qu'une société numéro 1 d'Europe se retrouve à voler de la technologie. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et donc, suite à ce premier scandale qui a quand même, puis alors 1,3 milliard d'amende, de dommages et intérêts. Donc, c'est quand même des montants assez importants. Suite à ça, on s'est quand même aperçu qu'il y avait un problème au niveau de ces logiciels. Je pense qu'on peut faire une dernière pause pour la troisième et dernière partie de Politique Éco. On va se retrouver dans un instant. Toujours en compagnie de Lionel Bieder pour évoquer ces marchés informatiques d'État. Nous évoquions la condamnation d'SAP par une cour de justice californienne à des dommages et intérêts estimés à 1,3 milliard de dollars, finalement réduit à la suite d'une négociation entre SAP et la justice californienne. Et sûrement Oracle, bon, ça c'est assez courant et donc, dans le monde des affaires. À la suite de cette condamnation, le dirigeant de SAP va être remplacé par un Américain. Cet Américain sera secondé dans la direction d'SAP par Tori Clark, qui est la directrice de cabinet de Donald Rumsfeld. Nous sommes donc Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire d'État à la Défense de George W. Bush, le président américain. Voilà, donc en réalité, on se retrouve avec à la tête d'une société européenne, la plus rentable de ce qu'on a raconté depuis le début, avec à la tête de ces sociétés, vous avez un Américain, donc bon, sur le principe, on a aussi des fois des Français sur des sociétés américaines type Christine Lagarde, donc pourquoi pas. Elle a son pesant avec son cabinet d'avocats, oui, avant le FMI. Avec Baker & McKenzie, d'ailleurs, avec des croisements de business et de contrats signés entre SAP et Baker & McKenzie juste avant que Christine Lagarde ne devienne d'ailleurs ministre des Finances Ne digressons pas trop, Lionel Bieder. Non, quand même des choses assez surprenantes. Et donc, effectivement, une des dirigeantes de SAP à ce moment-là se trouve être l'ancienne directrice de cabinet de Donald Rumsfeld. Donc, ça ne choque personne apparemment vis-à-vis de moi, si ce n'est que entre le nom qu'elle utilisait, c'est la dénomination qu'elle avait à l'époque où elle était au sein de l'administration Bush, et au moment où elle est devenue l'une des têtes des SAP, le nom d'usage a changé. Alors, est-ce que c'est pour peut-être endormir les Européens, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est assez curieux. Le nom de Tori Clark. Oui, donc c'était Victoria Clark, et puis c'est devenu Tori Clark, ou le contraire, je ne sais plus, mais enfin, c'est assez curieux. Et donc, toujours en creusant ces affaires, donc je me suis aperçu également, donc là j'ai été contacté effectivement par des gens qui avaient beaucoup plus d'informations que ce que je pouvais même imaginer. Donc cet ancien avocat américain de SAP, plus un journaliste allemand. Alors oui, alors tout d'abord, ce qui se passe, c'est que cet avocat est mandaté par le fondateur des SAP qui s'appelle Hasso Plattner, qui doit être la 6e ou 7e fortune d'Allemagne. Que vous proposiez d'ailleurs de faire venir sur le plateau. Alors oui, il a refusé, pour info. Bon, bref, voilà. J'ai contacté son avocat qui est en Pennsylvanie, qui du coup n'ont pas donné suite et n'ont même pas répondu d'ailleurs. Et donc cet avocat américain est mandaté par le fondateur des SAP pour prouver qu'il n'y a pas de vol technologique au sein des SAP, pour prouver qu'il n'y a pas de corruption et qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent au sein de cette société. Et donc le gars il a les clés du château pour véritablement faire une véritable enquête là-dessus, et les moyens, et véritablement un audit, donc avec vraiment des moyens pour le faire, puisque de très bonne foi, je pense honnêtement, de très bonne foi, Hasso Plattner a voulu une fois pour toutes clarifier la situation. Sauf qu'au bout de 3 ans, il a envoyé un mail au board, alors au conseil de surveillance de SAP,
en expliquant que le vol technologique était le vol de propriété intellectuelle, pour être précis dans les termes, était avéré, que le volume de préjudice financier représentait approximativement 50% de la valorisation boursière des SAP. Donc pour vous donner une idée, aujourd'hui, la valorisation boursière des SAP doit être à, je pense, il faudrait vérifier, mais je pense qu'elle est bien à 140 ou 150 milliards d'euros, pour juste vous donner une idée de ce que ça peut représenter, qu'il y avait effectivement du vol technologique et qu'il y avait effectivement du blanchiment d'argent. J'ai vu des fausses factures, j'ai vu des millions de fausses factures. Je les ai pas gardées, mais je les ai vues. Donc cette personne, par la suite, a eu de très gros problèmes. Il a dû disparaître parce que sa femme et ses enfants ont été molestés à la sortie d'une école. Il y a tout un pan, alors suite à ces affaires, j'y reviendrai d'ailleurs, il y a eu un article qui est paru dans le Spiegel d'un journaliste allemand qui s'appelle Christian Bergmann, qui ne comprenait pas comment il pouvait y avoir une collaboration. Alors, il a fait un premier reportage là-dessus, comment SAP pouvait collaborer avec la NSA, comment une société européenne pouvait collaborer avec la NSA. C'est un service de renseignement états-unien. Alors, c'est la CIA pour tout ce qui touche à l'informatique. Et c'est la NSA, c'est là où travaillait Snowden, par exemple. Exactement. Et donc, il a fait un reportage d'une bonne heure que je vous invite à regarder, qui est très intéressant, où il explique que SAP a une filiale américaine à 100%, et que cette filiale américaine collabore régulièrement avec la NSA. Et puis ça pose de problème à personne, et surtout pas, je veux dire, à nos autorités, qu'elles soient européennes ou françaises, en termes de renseignement, on peut quand même se poser 2-3 questions. Sauf que, en creusant un petit peu, donc j'ai contacté ce journaliste allemand en lui expliquant que s'il n'avait pas la solution et qu'il ne comprenait pas comment il pouvait y avoir une telle collaboration, il fallait peut-être voir s'il n'y avait pas un chantage pesant 50 milliards de la valorisation boursière de SAP. Vous pouvez imaginer que si un petit Lorrain, entrepreneur de Thionville comme moi, est capable d'avoir des informations comme ça, on peut imaginer qu'un certain nombre de puissances étrangères, au niveau de leur renseignement, ont aussi les infos. Et que par conséquent, il est tout à fait... Donc sur des groupes européens, sur des groupes européens, d'Alstom, de BNP Paribas, la Société Générale, Volkswagen, Airbus, bien sûr. Et également, je le disais en introduction, de l'administration de Bruxelles. Et l'administration française, enfin toutes les administrations d'Europe. Je veux dire, à partir du moment où on n'a pas suffisamment sécurisé tous ces marchés au travers de sociétés qui sont capables de tomber, de payer des fortunes, c'est-à-dire parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent, de payer des fortunes par rapport à des scandales qui éclatent dans le monde entier. Vous avez un scandale qui est très intéressant à suivre, qui s'appelle le Gupta Leaks en Afrique du Sud, où vous avez ce fameux Hasso Plattner, président et fondateur des SAP, qui a écrit une lettre d'excuse au peuple sud-africain par rapport à la problématique de mainmise du pays, donc le state capture, comme on dit chez les anglo-saxons, donc la captation de l'État au travers de sa société par de la corruption. Alors là, il y a la dernière qui est tombée en date sur cette affaire, c'est Deloitte, la semaine dernière. Et vous avez KPMG dedans. Enfin, vous avez exactement les mêmes acteurs que ceux qui décident de nos marchés en France. C'est quand même assez grave, puisque on peut imaginer qu'il y a une porosité au niveau de l'info qui peut exister. Ne serait-ce qu'imaginer un instant que ces informations soient révélées. Alors, il y a un très gros procès qui est en cours suite à l'article de Bergmann à la cour de San Francisco, donc ce qu'ils appellent la cour de Nord-Californie, où une autre société, donc pour ne pas la nommer d'ailleurs, Teradata, attaque de nouveau SAP pour vol technologique par rapport à des preuves apparemment irréfutables. Donc on peut tout à fait imaginer que si jamais SAP vient à être fébrile par rapport à tout ça, que le scandale vient à augmenter, on se retrouve dans une situation dramatique où on se retrouve avec un scandale à la Enron, mais x10, par rapport à de la data. Donc Enron, c'était
c'était de la vente d'électricité, enfin de choses comme ça, c'était du service. Oui. Mais par rapport aux lois, alors là aussi c'est très intéressant, vous avez une loi américaine donc d'extraterritorialité, ce qui permet en fait d'attraper les Européens quand ils commettent, donc d'où viennent les infos d'ailleurs par rapport à ces lois FCPA de corruption. On est en droit de se demander comment, effectivement, la justice américaine arrive à avoir ces informations. Donc là, il y a quand même de quoi un peu s'inquiéter. Sur ces grandes entreprises. Bien sûr. Mais imaginez un instant que, effectivement, le leader européen de l'informatique vienne à être guilty, donc à être véritablement accusé de vol technologique. Donc cette entreprise explose, ou plutôt implose, et elle est démantelée, elle sera démantelée. Alors, il y a de quoi être inquiet, à mon avis, parce que... Alors, sachant que le fonds vautour, et ça c'est paru encore une fois dans la presse, le fonds vautour de New York, Elliott, qui a mis la main sur $1 milliard d'actions SAP. Oui, il y a 6 mois. Hein. Donc, c'est le fonds vautour qui a démantelé Enron il y a 20 ans, ou un peu plus de 20 ans peut-être. Il y a quand même des allégations particulièrement fortes dans ce tribunal à San Francisco sur du vol technologique. On sait donc a priori que le volume de préjudice financier, grosso modo, c'est quasiment 100 milliards d'euros. Donc imaginons un instant, un petit peu moins, mais quasiment, imaginons effectivement que SAP soit démantelé. Ce qui va se passer, le fonds vautour récupère les datas. Il y a eu le Cloud Act qui est sorti en mars 2018. Act, hein, donc c'est l'extraterritorialité des lois américaines. Alors, extraterritorialité d'une loi américaine par rapport à la gestion de la data qui oblige toute société américaine ayant possession de data de les transmettre à l'État américain. Si effectivement SAP vient exploser, de toute façon SAP est déjà sur le continent américain et de toute façon toutes les données seront à la merci du plus offrant. Voilà. Et donc après, on peut des fois se demander comment des fleurons de notre technologie et de notre industrie comme Alstom, qu'on avait traité avec Olivier Pichon dans et qu'on peut se précédent. retrouver avec des sociétés comme ça qui sont démantelées quasiment du jour au lendemain, avec des aspects stratégiques gravissimes où on se retrouve avec les turbines vapeur en possession des Américains qui nous cassent directement les marchés des Russes et des Chinois sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire des centrales clés en main au niveau du nucléaire. C'est une guerre économique. Le problème, c'est que on en est vraiment des victimes. Et alors après, est-ce qu'on est des victimes ou est-ce que simplement il y a des complices au plus haut sommet de nos pays, de nos institutions, qui au final n'ont qu'une chose à faire, c'est démanteler ce genre de situation, parce que on est en droit de se poser ces questions. Cette guerre économique que déjà le président François Mitterrand évoquait à la fin des années 90, au début des années 90, avant de finir son mandat. Et déjà, on se souvient, il y a quelques années, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, on avait su que les autorités américaines avaient entendu des discussions téléphoniques du président Sarkozy, également des discussions téléphoniques avec la chancelière allemande, Angela Merkel. Bien sûr. Donc voilà. Alors imaginez un instant, alors ça c'est... Et ça c'est la face émergée de l'iceberg. C'est presque moins grave. Parce que ce sont des chefs d'État, donc à la limite on peut imaginer qu'ils ont quand même un minimum ils se disent pas tout au téléphone, enfin j'ose espérer. Mais imaginez au travers de ce que ça représente. Hillary Clinton, elle faisait, elle faisait tout avec des boîtes mail ouvertes au cas de vent. Mais c'est juste, ça dépasse l'entendement, les conséquences de ce qui peut se passer demain pour l'Europe. C'est-à-dire qu'on va vraiment se retrouver dévoré au niveau de nos datas. Voilà. C'est quand même... Lionel Bider, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV Liberté, d'avoir évoqué cette affaire aux ramifications extrêmement nombreuses. On se retrouve, chers téléspectateurs, pour un nouveau numéro de Politique Éco la prochaine fois avec notre ami Olivier Pichon. À bientôt. Merci, monsieur. Merci beaucoup.